100. C'est fou, non? 100 épisodes. Oui, ça fait 100 épisodes que tous les jeudis, je vous retrouve depuis presque 2 ans maintenant pour vous parler de conseils en images, de personal shopping, de marketing, bref, de tout ce qui m'anime au quotidien dans ma mission pour faire rayonner le conseil en images. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour fêter cet anniversaire. Alors évidemment, c'est pas encore tout à fait les 2 ans du podcast, mais on s'en fout. L'idée ici, c'est pour moi de vous présenter une personne qui est chère à mon cœur parce qu'elle a fait partie des premières à ouvrir la voie du personal shopping et surtout, elle m'a permis de trouver ma légitimité. Je vous raconte l'histoire. On est en 2010, je veux me lancer dans le conseil en style parce que le conseil en image ne me parle pas. Ce que l'on voit dans les écoles de conseil en image, le programme, ça m'intéresse, mais je ne m'y retrouve pas totalement. Moi, ce qui me plaît, c'est le personal shopping tel que je l'ai découvert dans Confession d'une accro du shopping. Ça ne s'invente pas, mais vous le savez, c'est là que j'ai découvert ce métier. Et je me dis, mais comment je vais faire pour exercer ce métier? J'ai pas de diplôme, les écoles de conseil en image, ça ne me parle pas, et puis c'est très cher pour quelque chose qui ne me parle pas. Qu'est-ce que je fais? Et là, je tombe sur un livre, le livre d'Isabelle Thomas. Ce livre-là. Ce livre, il a changé ma vie parce que pour la première fois, je me suis rendu compte que ce que je pensais du conseil en style n'était pas une idée saugrenue. Ce livre a changé ma vie parce qu'il m'a offert ma légitimité. Je le dis souvent parce qu'en fait, c'est grâce à ce livre que je me suis rendu compte que ma vision du style était possible. Quelque part, ce livre m'a donné l'autorisation d'être différente, d'avoir ma propre philosophie, ma propre vision des choses. Grâce à ce livre, je suis devant vous aujourd'hui et donc pour moi, c'était tellement naturel d'inviter Isabelle Thomas à venir nous raconter son parcours et sa vision de la mode dans le podcast. Alors vous n'imaginez pas ma joie de pouvoir recevoir à l'occasion de cet épisode 100 Isabelle Thomas dans le podcast. Je vous laisse découvrir cet entretien et encore merci Isabelle pour le temps que tu m'as accordé car c'est une vraie fierté pour moi de te compter parmi les invités du podcast et en particulier pour ce numéro anniversaire. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, des inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour Isabelle, merci d'être avec nous. C'est une très grande fierté, je te le disais en off juste avant, de te recevoir dans ce numéro 100 du podcast. Merci beaucoup d'être là avec nous. Merci pour ton enthousiasme, ça me touche beaucoup. C'est vrai que tu me suis depuis longtemps et c'est vraiment agréable d'avoir une fan de la première heure. Ah oui, mais Presque. c'est sûr, je t'ai découverte quand j'ai lancé mon blog en 2009 en fait. Il me semble que tu étais déjà en activité à l'époque. Oui, oui, j'ai démarré en 2009, en fait, oui. Ok, Mmh. donc ça faisait quelques mois, mais si je me rappelle bien, tu étais journaliste avant. Oui, j'étais journaliste, j'étais même rédactrice en chef d'un magazine féminin et j'ai arrêté. J'ai vécu, 5 ans de harcèlement moral. J'en ai avec ma supérieure qui était directrice de la rédaction. Hem Et j'ai arrêté, j'avais envie de passer à autre chose et j'ai commencé en conseillant des hauts dirigeants. J'ai par hasard, heu, rencontré un coach spécialisé dans le pouvoir qui travaillait avec des hauts dirigeants du CAC 40 et qui m'a demandé si je pouvais l'aider à travailler sur l'image de ces personnes. Hem Et j'ai commencé comme ça. D'abord avec lui, il voulait me tester pour savoir si j'avais suffisamment de recul, si j'allais pas calquer mes envies de mode, sur des gens qui sont très en vue et ça s'est bien passé. Ça a déclenché, là, cette envie de faire ce métier. Donc la presse, j'ai laissé la presse de côté.
mais pas complètement parce que finalement, très vite, l'Express Style m'a demandé d'écrire sur le style, de donner des conseils pratico-pratiques. Puis ensuite, il y a eu Glamour, il y a eu, et après, Elle, depuis bientôt 5 ans maintenant, toutes les semaines. Voilà, pour l'œil de la styliste, où je Oui, délivre mes conseils. Puis j'avais créé mon blog aussi très rapidement après mes débuts. Oui, oui, parce voilà. que pour le coup, le côté presse, tu l'as quitté parce que tu étais plus à l'aise du tout dans ce que tu faisais. Et le côté presse est resté quand même parce que tu es, enfin, c'est ta formation de base, le journalisme de mode. Non, pas du tout. J'ai été formée, j'ai fait une prépa à Sciences Po et ensuite j'ai fait de la communication, j'ai fait un diplôme sciences de l'information, mais il y a toujours eu l'écriture quand même en ligne de fond. Alors ensuite j'ai travaillé à Radio France, dans Nancy-Lorraine, et puis à Paris j'ai fait des petits boulots pas très intéressants parce que j'étais pas très sûre de moi. Je n'osais pas me relancer dans la radio. J'ai fait aussi un peu de films. J'ai joué dans des films. Et après, j'ai continué un peu aussi quand même la radio. Enfin, je ne vais pas dérouler tout mon CV. J'ai été scénariste de films pendant plusieurs années. Donc là, c'était vraiment l'écriture, l'écriture. Et en parallèle, j'ai commencé à écrire pour la presse féminine. Voilà. Et donc l'écriture, tu continues parce que comme je le disais, moi j'ai découvert ton travail grâce à ce livre-là qui a changé ma vie et je ne serais pas devant vous, chères auditrices, si je n'avais pas découvert le livre d'Isabelle. Parce que dans ce livre, c'est plus que du conseil, c'est vraiment ta vision du style que tu développes. Est-ce que tu peux nous raconter ce livre, s'il te plaît, Isabelle? Alors, avant d'écrire ce livre, j'avais été approchée par la photographe Frédéric Vessette qui avait tous les visuels du livre. Alors, ce sont des femmes inspirantes qui n'ont pas été habillées pour le livre. C'est vraiment leur propre vêtements. Et Frédéric avait un blog à ce moment-là, donc il y a beaucoup de photos qui sont extraites de son blog. Et elle avait été approchée par un éditeur pour en faire un livre et qui lui avait demandé est-ce que, ok, mais ce serait bien d'avoir des conseils, d'injecter, que vous soyez appuyé par une personne qui écrive le livre avec vous. Et donc, c'est venu comme ça. On s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait peut-être écrire sur le style français. Aujourd'hui, il y a tellement enfin, la mode c'est universalisé. Enfin, on trouve les mêmes enseignes partout dans le monde entier. On peut acheter sur Internet. Donc, est-ce qu'il y a encore un style français, une particularité? Et oui, quand on va à l'étranger, souvent, on peut s'entendre dire ah, you so French. Enfin, c'est vraiment là d'où le livre, on l'a appelé So French. D'ailleurs, en anglais, il s'appelle Paris Street Style, A Guide to Effortless Chic. Il y a vraiment ce petit truc qui caractérise les Françaises, pas les Parisiennes justement, mais vraiment toutes les Françaises, un côté, pour résumer, qui n'est pas très apprêté, qui n'est pas très guindé, mais avec un naturel, même si c'est un naturel qui est aussi travaillé, qui peut être un faux naturel. Voilà, donc ce livre, on a écrit ce livre, après, qui a très bien marché, justement, qui a été traduit dans une quinzaine de langues. Et puis, rapidement, on s'est dit, mais pourquoi pas écrire un guide pour les hommes qui s'appelle Mm. Youth of Frenchmen, avec aussi un côté savoir vivre, l'art de vivre à la française, le savoir-vivre, toutes les règles qui viennent de Louis XIV, de la cour, qui étaient là pour que les gens vivent un peu en harmonie, avec tout un protocole. Donc, pour les hommes, on a un peu insisté là-dessus parce que la mode masculine est aussi très, très codée. Il y a Formaté. des Mm. normes plus qui répond à des normes, des protocoles. Et ensuite, je dis, mais pourquoi continuer sur notre lancée? Et si on écrivait un livre un jour, peut-être un jour, on pourrait écrire sur les accessoires, peut-être les chaussures. Moi, j'adore les chaussures. Frédéric m'a dit, mais oui, faisons-le tout de suite. Ah non, j'ai pas dit ça. Si. Et hop, dans la foulée, on a fait Autre chose. consacré aux chaussures.
Voilà. Mais l'écriture avait commencé quelques années avant. J'avais été contactée, enfin quand j'écrivais, je n'écrivais pas sur la mode quand j'écrivais dans les magazines féminins, mais j'écrivais beaucoup en psycho et en reportage. J'ai interviewé tous les psys qu'on connaît, enfin qui sont très médiatisés. J'écrivais un peu sur la mode, mais des sujets transversaux, du style pourquoi j'achète des vêtements, mais je suis jamais contente, pourquoi personne ne le remarque. Je voulais aborder ce côté-là de la mode, mais je ne faisais pas de stylisme. Je travaillais pas sur les photos de mode. C'était vraiment d'écriture et plutôt en psy. Donc le premier, j'avais été approchée à ce moment-là quand je travaillais pour Biba par une pédopsie qui voulait que j'écrive un livre sur les premiers mois avec un enfant. Et ça c'était mon premier livre, un livre qui s'appelle Bébé rentre à la maison, sur tout ce qui se passe dans la tête des femmes quand elles ont un bébé avec elles et qu'elles ont parfois envie de le jeter par la fenêtre, envie de le garder pour elles et pas se le faire prendre par quelqu'un d'autre qui veut s'approprier le bébé, par les proches, par des grands-mères, voilà, en fait, tout ce qui peut traverser et qui perturbe l'esprit quand on a un tout petit bébé. Voilà. Et cette vision psy, Avec tu l'as gardée après parce que clairement, dans You're So French, tu travailles aussi sur les codes qu'on se donne, qu'on se fixe, qu'on s'impose et sur les clichés. Comment ça a façonné dans ton parcours tout ce que tu as pu vivre autour de l'écriture et cette démarche, enfin, l'écriture d'interviews et d'articles plutôt psy? Comment ça a influencé ta vision du style, justement? Alors, c'était vraiment en visitant les penderies des personnes que je conseillais, en les accompagnant dans les boutiques. J'ai vu tout de suite les freins. C'est pas quand on fait ce métier, mais on en parlera sûrement après. Il ne s'agit pas tant d'aimer la mode que les vêtements et les personnes qui enfilent ces vêtements. Et j'ai vu que le vêtement n'était sûrement pas superficiel, mais il parle de la personne que l'on est, de notre représentation, de ce qu'on a à dire au monde, du regard que l'on porte sur soi. Et c'est vraiment, on n'habille pas une poupée en carton, on habille une personne avec toutes ses croyances, ses limites. Et je me suis aperçue de tout ça très rapidement. Et un jour, une personne m'avait dit au tout début, mais vous êtes mieux que ma thérapeute, vous faites plus de bien que ma thérapeute. Alors, je dis, mais oui, attention, je suis pas du tout, je peux pas la remplacer. Et j'avais eu aussi comme ça une personne c'était aller un peu loin sur l'image, travailler son image, sur ce côté. Elle avait beaucoup de mal avec le rapport à son corps, et j'ai mis aussi tout de suite le haut là en disant attention, je ne suis pas thérapeute. Et ensuite, j'ai eu envie de me former parce que c'est vrai c'est vraiment complémentaire. Si quelqu'un n'est vraiment pas bien dans son corps, une personne qui a peur du regard des autres au point de ne pas pouvoir s'habiller, c'est important déjà de passer par une phase thérapie, enfin par travailler déjà son regard avant de franchir la porte d'une boutique. Sinon, ça ne peut pas marcher. Le vêtement, c'est pas un pansement, même si ça, bien sûr, que c'est une grande aide pour se sentir bien dans son corps, pour bien dans sa vie. Mais si l'image de soi est trop brisée, il suffit pas de mettre une belle robe pour aller bien. Voilà. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, dans ton approche, tu as mêlé à la fois le côté thérapie et le côté conseil en style. Oui. Alors, il y a des personnes qui me voient d'abord pour la thérapie, pour travailler déjà l'image de soi. Et puis, et après, on passe aux vêtements. Et puis, il y a des personnes qui n'ont pas du tout besoin de ça. Mais forcément, en rendez-vous, on aborde ça, puisque je parle du rapport au corps, du rapport aux vêtements, quelle importance avait le vêtement dans l'adolescence, pour essayer de comprendre une personne, pour l'aider au mieux. Ça, c'est vraiment, on peut pas, moi j'ai jamais envisagé de conseiller une personne avec des planches
morphologie en disant, bah voilà, vous êtes comme ça, vous avez ce type de corps, ou alors vous n'aimez pas votre ventre, il faut vous habiller comme ça. Enfin, ça suffit pas, quoi. C'est un peu trop réducteur. Oui. Alors du coup, forcément, je vais te poser cette question-là. Qu'est-ce que tu penses des méthodes de colorimétrie, de morphologie qu'on voit partout aujourd'hui sur internet? J'ai l'impression que, enfin, c'est normal, il me connaît, Instagram, il m'envoie ça, mais donc qu'est-ce que tu penses de toutes ces techniques qui sont passées un peu dans le domaine public, on pourrait dire, et que la plupart des gens connaissent, enfin, sans forcément comprendre le pourquoi du comment? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, je trouve que c'est des méthodes qui sont, enfin, quand elles sont montrées comme ça, qui sont trop vulgarisées, donc qui conviennent à tout le monde et finalement conviennent à personne. On peut pas se fier à une couleur de veine pour trouver les couleurs qui vous vont. C'est beaucoup plus fin que ça et complexe et intéressant, justement, au contraire. Et puis, ce qui me gêne avec les normes sur le corps, si on a une silhouette en haut, il faut s'habiller de telle façon, en H de telle façon, mais c'est oublier la longueur des jambes, la longueur du buste, des bras, la forme des poignets, la hauteur du cou. Ça veut rien dire. Comment donner les mêmes conseils à une personne qui a une silhouette en H, donc qui a très peu de taille, qui a plutôt une silhouette androgyne? Comment donner les mêmes conseils à une femme qui a une silhouette en H qui mesure 1,75 m, une autre qui mesure 1,60 m, qui a des plus grandes jambes, l'autre aura un buste plus long, ce ne sera pas du tout la même chose. Puis ça veut dire qu'on ne tient pas compte de ses freins, de ses limites vestimentaires, de ses envies, de ses goûts. Et puis ce qui me gêne aussi dans ces conseils, c'est qu'ils mettent les femmes dans des cases, dans des stéréotypes, et qui tendent tous à aller vers la silhouette soi-disant idéale, qui est la silhouette en 8, qui serait la silhouette féminine par excellence. Alors déjà, pourquoi faudrait-il absolument être féminine? Pourquoi faut-il avoir une taille marquée, des seins voluptueux, des hanches plutôt larges? Pour moi, c'est des règles qui amènent les gens vers des complexes. C'est bien trop réducteur. Alors, une personne qui a une silhouette en O ou en I, comment peut-elle être satisfaite de son corps si on lui dit qu'il faut absolument il faut tout faire pour jouer avec ses vêtements et pour qu'elle ressemble à quelqu'un qui a une silhouette en 8. C'est absurde et c'est pas très respectueux de la personne. Bon, comme la colorimétrie, quand on dit à quelqu'un vous êtes une femme hiver, vous devez porter telle couleur et pas telle autre. Ah ben j'aime pas cette couleur, ah ben tant pis, c'est comme ça. Mais alors j'aime celle-ci, ah ben non, vous pouvez plus la porter. C'est quand même alors qu'il suffit de changer l'ampoule du plafond pour que tout change, quoi. Ça sera plus du tout les mêmes conseils. Enfin, c'est ce que je dis à mes clientes. Il y a beaucoup de femmes qui sont perdues, qui ont envie d'avoir qu'on leur donne une liste de couleurs. Alors bien sûr, ça peut être bien pour quelqu'un qui est complètement perdu, qui s'habille toujours en noir, parce qu'elle ne sait pas comment s'habiller. Donc on lui donne des ordres. Ben voilà, vous allez pouvoir vous habiller en bleu, en bleu électrique, en vert gazon et en rose fuchsia. Le reste, c'est interdit. Ben, elle va y aller, elle sera peut-être contente parce que on lui aura donné des règles, mais ça ne sera pas très juste pour elle. C'est pas tenir compte de ce qu'elle ressent, de son histoire par rapport aux couleurs. On a toute une histoire par rapport aux couleurs. Puis ce ne sera pas la même chose si on a grandi dans je sais pas, à Istanbul ou à New York ou au Maroc ou en France. On n'a pas la même façon de voir les couleurs. C'est pas la même approche. Ça, c'est aussi important de savoir ce que signifie une couleur pour une personne. Ce n'est pas qu'une histoire de teint, même si le teint, bien sûr, est important. Le teint, la couleur des cheveux et des yeux. Mais moi, je l'aborde pas de cette façon-là, avec des règles qui sont, encore une fois, trop universelles. Puis on a envie de le faire, oui, on coche, on remplit un test sur Internet et puis on a la réponse, quoi. Enfin, c'est un peu trop simple. C'est sûr. Alors comment tu fais toi? Quelle est ton approche? Est-ce que tu as des outils que tu as créés? Comment tu travailles? Oui, c'est des outils qui sont basés sur l'écoute de la personne. Je travaille plus sur une approche qui tient compte de la sensibilité aux couleurs
de la personne, sur son histoire vestimentaire et sur son intuition. OK. Heu, Donc je la je veux qu'une personne soit indépendante, qu'elle puisse se débrouiller seule, sans outils, artificiels, qu'elle se reconnecte à ses sensations vis-à-vis de la couleur de la couleur et des matières, puisque ça aussi c'est essentiel pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et avec ces outils-là, on peut jouer avec les couleurs, apprendre les associations qui sont bien pour elle, faire une distinction entre couleurs neutres et couleurs plus intenses. On parle d'intensité de couleurs, de couleurs qui sont dans la nature. C'est une approche plus intuitive et respectueuse, à mon avis. OK, très bien. Et donc cette méthodologie, donc ça fait depuis 2009 que tu l'exerces. Comment est-ce que tu fais toi pour «rester dans le coup» entre guillemets, pour te former? Est-ce que tu as des sources d'inspiration qui viennent justement te permettre d'affiner les choses? Comment est-ce que tu évolues dans ton métier? Mes sources d'inspiration, c'est les personnes que je conseille. En fait, j'ai affiné moi aussi mon parcours en les écoutant et quand j'écris, mes articles pour elles, ils sont nourris de toutes les réflexions que j'entends. C'est plutôt toutes les croyances, tous les freins. Alors c'est vrai que j'ai des profils peut-être qui sont particuliers parce qu'on vient aussi me voir, pour ça, pour, personne ne veut être déguisé. Les personnes que je vois veulent avoir du style, mais tout en gardant leur personnalité, en restant naturelles, en gardant une spontanéité. Donc voilà, j'apprends avec tout ce qu'on me dit, justement, tous les freins, tout ce que j'entends lié aux couleurs. Il y a des années, je suis allée voir, une personne qui m'a guidée vers mes couleurs, mais elle m'a dit qu'il fallait plus que je sois blonde, mais que je sois brune. Mais là, j'en ai marre d'être brune. Enfin, j'entends des choses, mais c'est pas. Et puis après, j'ai vu ce que donnait aussi la colorimétrie quand une personne m'apporte toutes ses couleurs en me disant, bah maintenant ça s'est resserré parce que j'aime pas cette couleur qu'on m'a imposée. Donc puis après voilà, je me retrouve qu'avec des couleurs neutres et j'y arrive plus. Mais je dis pas que c'est bidon, hein, la colorimétrie quand c'est très bien fait, hein. Mais il faut que ce soit fait par des professionnels aguerris et pas avec des règles simplistes basées sur les saisons ou sur des foulards qui brillent un peu trop, alors que les supports ça, c'est tellement lié aux matières aussi que voilà. Est-ce que tu lis? Est-ce que tu écoutes des podcasts? Comment est-ce que tu te nourris en dehors de ce que tes clientes peuvent t'apporter? Alors j'écoute, oui, j'écoute des podcasts, je regarde ce qui se passe je regarde aussi les podiums, même si pour moi les tendances, c'est pas pour ça qu'on vient me chercher. On vient me dire: «Ah bah, je voudrais le dernier pantalon de tendance ou le sac à la mode», c'est pas ça, mais forcément, il faut suivre ce qui se passe dans l'actualité mode parce que la mode ne revient jamais de la même façon. Les volumes évoluent, les coupes évoluent, les matières aussi. Donc, c'est important de suivre tout ça. Je lis beaucoup, surtout des bouquins et puis je continue à me former dans ce domaine. OK, super. Et alors si on parle un peu de ta casquette, d'entrepreneur, donc depuis Oui. 2009, est-ce que tu as créé ton entreprise? Est-ce que tu es, auto-entrepreneur? Qu'est-ce que tu as choisi comme voie pour cadrer ton activité? Oui, alors ce que je conseille quand on démarre, parce que je fais aussi de la formation, mais en one to one et en vraiment en face à face et plutôt en présentiel. On me demande quel est le statut privilégié pour démarrer. Alors oui, c'est le statut de micro-entreprise, idéalement, parce que pas besoin de comptable. C'est très simple, on crée sa société en 2 secondes. Heu, donc pour moi, c'est vraiment, ce qu'il y a de plus facile. OK. Et toi, comment est-ce que tu t'organises toi au quotidien? Est-ce que, ben, en termes de,
En termes de semaine, est-ce que tu as une semaine type? Comment est-ce que tu gères ton temps? Parce que ça, c'est souvent une question des personnes qui nous écoutent, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour jongler entre les différents éléments, pour, trouver des nouveaux clients et cetera. Est-ce que toi, tu fais de la prospection? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu fais, toi? Non, je ne fais pas de prospection, je suis pas très douée pour ça. Mais en fait, les réseaux sociaux, c'est quand même de la prospection, un peu indirecte. Mais quand j'ai démarré, il n'y avait pas de. Si, il y avait Facebook, mais je crois que je communiquais pas trop dessus. D'ailleurs, quand les livres sont sortis, il n'y avait pas Instagram. Euh, donc, finalement, j'ai pas d'emploi du temps type parce que ça bouge tout le temps au gré des rendez-vous, finalement. Je suis obligée de consacrer certaines journées à l'écriture, mais parfois ces journées-là sont bousculées aussi parce que s'il y a quelqu'un qui veut un rendez-vous rapide ou une personne qui veut absolument me voir et qui passe sur Paris, qui ne veut pas faire de visio, ben, je réussis à lui caler un rendez-vous assez rapide. Donc, j'ai pas du tout d'organisation de cadre rigide. Je me dis pas, ah ben, j'écris tel jour et puis pas un autre. Si souvent le lundi, c'est quand même souvent consacré à l'écriture. Mais hier, c'était pas ça, puisque je voulais écrire hier, mais finalement, j'ai eu des rendez-vous. Donc, non, c'est assez. Enfin, pour moi, c'est plus compliqué d'avoir du temps pour moi. C'est plutôt ça qui est compliqué finalement. Je travaille presque tous les jours, quoi. Même parce qu'il faut répondre. Enfin, je pourrais me dire, je ne travaille pas le week-end, par exemple, mais c'est faux. J'ai aussi des rendez-vous le samedi. Non, j'en ai pas le dimanche. Ça, j'ai bloqué ça. Ça me peut peut-être arriver quelques fois, parce que les grands magasins à Paris sont ouverts le dimanche. C'est vrai, mais j'essaie quand même non, de garder le dimanche pour moi. Mais ça n'empêche que le dimanche, je peux quand même répondre à des demandes sur Instagram. Je fais quand même du contenu. Même pendant les vacances, bon, je poste un peu moins sur Instagram, mais je peux faire des rendez-vous en visio malgré tout. Ça D'accord. peut arriver. Donc aujourd'hui, tu es majoritairement sur Instagram. Tu es très active d'ailleurs. Tu postes très très souvent et en particulier quand tu publies les nouveaux articles pour l'œil de la styliste. Comment est-ce que tu t'organises pour créer ton contenu? Parce qu'on parle beaucoup de création de contenu aujourd'hui, c'est quelque chose qui freine énormément les personnes qui démarrent. Alors moi, je suis un peu là-dessus brouillon. J'ai pas de charte graphique. Mais je sais pas. C'est vrai que c'est peut-être un tort. Je pourrais me dire le lundi, je poste un reel. Le mercredi, je fais le conseil de machin. Le jeudi, je fais une cliente m'a dit. Enfin, j'aurais pu faire des cadrer comme ça, mais je n'ai pas cette rigueur-là parce que je travaille toute seule et c'est plutôt spontané. Je me dis, ah là, je vais je vais poster quelque chose, bah, je prends mon look du jour en photo et puis bah, qu'est-ce que je vais raconter sur ce look-là? C'est pas l'inverse, je me dis pas, ah bah tiens, je vais écrire quelque chose sur les tailleurs, alors quel tailleur je vais mettre, je vais montrer celui-ci. Non, c'est toujours un peu spontané et à l'arrache. Ça va être, mais c'est pas, je recommande pas forcément de faire ça, hein, parce que c'est peut-être plus simple d'être bien, mais je pense que tout dépend du tempérament. Euh, être, mais parfois, enfin, c'est peut-être aussi, je me dis pour m'excuser, c'est peut-être cette spontanéité qui plaît. Voilà, ça me sert d'excuse. Après, on recommande souvent d'avoir une patte, et tu as une patte puisque tu prends toujours les photos de la même manière. Donc, même si tu n'as pas de charte graphique en tant que telle, on reconnaît tes posts. Oui, Donc, c'est pas si brouillon que ça quand même. non, non, mais c'est vrai que je pourrais me dire, bah, il faut faire, enfin, j'aurais pu faire euh, comme dans la presse, faire un rubricage. Voilà, faire lundi, c'est consacré à un texte écrit, je sais pas, mardi, c'est un reel, faire vraiment. Mais j'ai tellement de choses à faire, j'ai quand même énormément d'activités. Enfin, voilà, être entrepreneur, il faut quand même savoir
tout gérer, quoi. Quand on travaille dans une entreprise, on a des RTT, on sait quand on est en vacances. On est en vacances. Là, non, il faut être partout. Oui, carrément. Alors, quand on démarre sur Instagram, on a 0 follower. Est-ce que le Mm. fait d'avoir travaillé dans la presse, ça a été un coup d'accélérateur pour toi, le fait d'avoir des gens qui te suivaient déjà? Non, j'ai pas l'impression. OK. Non, non. Puisque quand Euh, tu as commencé, il y avait pas encore tout ça? non, il y avait pas tout ça quand j'ai commencé. Et non, et en plus, quand Instagram a commencé, je m'y suis pas mise. J'ai dit, oh non, encore un, c'est bon, j'ai pas besoin de. Bah, j'avais mon blog encore. Au début, c'est vraiment le blog qui m'a propulsée. C'était au tout début des blogs. Après, il a été hébergé par l'Express Style. Euh, et je pense que c'est comme ça que j'ai pu toucher un maximum de personnes. Et puis, Instagram est venu plus tard et j'ai pas tellement réfléchi. Euh, je n'ai pas eu de stratégie. Je suis pas du tout quelqu'un de stratégie. Pour ça, je peux pas donner de conseils. Si je pourrais en donner, mais je ne les applique pas pour moi. Combien de fois on m'a dit, mais vraiment, va chercher des clients là, fais ci, fais ça, mais c'est pas pour moi. Je ne démarche pas, alors que je peux très bien conseiller de dire allez voir des conciergeries, allez voir les conciergeries des grands hôtels. Moi, j'ai pas démarché. Il y a des grands hôtels qui me contactent et des conciergeries régulièrement. C'est pas la partie du travail que je préfère. Pour moi, c'est pas tout à fait le même métier. Mais en effet, c'est une très bonne idée d'aller démarcher les conciergeries quand on démarre. Il faut faire son site, c'est important. Créer un Instagram fort, justement, peut-être, enfin, qui se différencie, avoir une personnalité, se démarquer, ne pas copier les autres. Ça, je dis ça parce que ça m'énerve d'être Tu en as fait souvent les frais. copiée. Avoir un langage particulier, un wording, trouver sa singularité, parce que c'est cette singularité-là qui fera qu'on viendra vous chercher aussi. Alors que copier quelqu'un d'autre, ça sert à rien. Voilà, c'est inutile. Il n'y a pas de recette gagnante. Si la recette gagnante, c'est vraiment garder sa singularité, quoi. Puis c'est ça, enfin, c'est ce que j'apprends aussi aux personnes que je conseille. Hein. Si dès le départ, j'ai eu ce mantra ne ressemblez qu'à vous-même, c'est pas pour rien. Quoi. Oui, parce que du coup, tu as été tellement précurseur, c'est toi qui as inventé le terme détox penderie aussi, qu'on te Oui, reprend tout le temps. oui, Et c'est oui. cette innovation aussi peut-être qui fait que, ben, les gens viennent te chercher toi? Ben oui, je pense. Enfin, ce côté plutôt spontané, naturel, et un mot qui revient souvent, c'est bienveillant. C'est la douceur et la bienveillance. Mais je pense qu'on ne peut pas faire ce métier sans. Mais c'est tellement normal. Parfois, on me dit, mais je ne me suis pas sentie jugée. C'est la moindre des choses, mais qui est-on pour juger les autres? Enfin, on n'a pas les clés du bon goût. Ça n'existe pas. Enfin, s'ériger en, en maître du bon goût, enfin, c'est pas moi. Quoi. À chaque fois, chaque rendez-vous est différent. Quoi. Pour moi, c'est vraiment à chaque fois, je rencontre une personne, son histoire. Je le dis avant un rendez-vous, je n'ai pas de protocole. Chaque rendez-vous se passe de façon différente euh, parce que vous êtes une personne singulière. Peut-être qu'on parlera plus de couleurs, plus de coupes, de matière. Et donc, ça met à l'aise tout de suite. Enfin, il faut être à Bah l'aise. oui, C'est là bien aussi. sûr. Puis on retrouve la spontanéité qu'on trouve aussi dans tes photos sur Insta, en fait. Oui, c'est ça. Je pense que
ce n'est pas calculé. Alors, c'est vrai qu'au départ, je me suis demandé, mais comment me présenter aux autres? Même pas sur Instagram, puisque ça n'existait pas, mais est-ce que je dois être en tailleur bleu marine? Et puis non, puisque c'est pas moi, alors que je revendique de ne ressembler qu'à vous-même. Mais c'était aussi prendre un risque de m'habiller comme je suis. On me demande parfois, est-ce que je vais être habillée comme vous? Est-ce que vous allez m'habiller comme… Je dis, mais non, pas du tout. Sinon, je ne ferais pas ce métier-là. Si vous n'aimez pas les couleurs, et d'ailleurs, les gens ne me demandent pas, je voudrais avoir votre style. Et quand je demande des exemples d'inspiration, je suis quasiment jamais citée. C'est pas… Je peux… Peut-être que je peux être inspirante pour d'autres choses, j'espère, je préfère être inspirante pour ce côté, je reste naturelle, je porte ce que j'aime, plutôt que j'ai envie d'avoir vos chaussures ou, ou votre look. Voilà, c'est quand même un peu plus intéressant, c'est plus enrichissant pour tout le monde. C'est sûr, et puis il y a le côté unique, comme tu le disais, le fait de dire chacun peut être finalement habillé comme il l'a envie et quelle que soit sa taille, morphologie, budget, âge, autant faire ce qu'il aime, quoi. Oui, je pense que quand on veut trouver son style, on ne peut pas être déguisé. C'est pas du relooking. Quand on me dit ah, tu fais du relooking, j'ai dit ah non, puis pas ce mot, quoi. Ça, pour moi, c'est un peu péjoratif, même. Mais j'ai eu du mal à trouver ce nom, styliste personnel. Je trouve ça un peu compliqué. J'ai jamais été trop fan de cette expression-là. Alors, styliste, les gens comprennent pas. Parfois, j'ai des demandes de stage ou je fais des vêtements, je crée, ou des entreprises qui veulent, ou des marques de tissus qui m'envoient leurs échantillons. Mais je suis pas si, je ne crée pas de vêtements. Donc, c'est un peu sur ça que j'ai rajouté personnel, mais je trouve que c'est un petit côté prétentieux aussi. J'ai jamais été tellement fan et j'ai rien trouvé. Coach, j'aime pas ça. Coach en image, bof. Conseil en image, ouais, mais je trouve aussi un peu, j'aime pas trop non plus finalement. Il n'y a pas de mots, Voilà. du coup. Il n'y a pas de mot, c'est sur mon site, c'est styliste personnel, c'est ce qui me correspond le plus parce qu'il y a le mot personnel. Voilà. Ça marche. Et alors, en termes d'organisation, tu disais que certains hôtels t'appelaient. On t'a vu aussi parfois travailler pour Le Bon Marché, la Samaritaine et de grands magasins ou des grandes marques ou des villages de marques. Est-ce que Oui. tu travailles, toi, en partenariat avec ces boutiques? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu prends des cachets à la mission? Parce que tu vois, toute cette partie-là, c'est une partie qui intrigue beaucoup les personnes qui écoutent le podcast parce qu'on n'a jamais de détails nulle part. Tout le Oui. monde est un peu, il y a comme une espèce d'omerta là-dessus, alors que, enfin, c'est juste naturel quand on est chef d'entreprise de réfléchir à la rémunération qu'on peut avoir. Comment tu fais, toi? Alors, quand j'ai travaillé pour Le Bon Marché, en parallèle, c'est-à-dire que j'étais dans les salons privés pour conseiller des personnes, et pour moi, c'était intéressant parce que je pouvais aussi utiliser ce salon privé pour mes clients. Donc là, non, j'étais rémunérée directement par Le Bon Marché. Il y avait aussi une commission qui était allouée sur les achats que les personnes faisaient. Maintenant, je ne travaille plus pour Le Bon Marché. Enfin, ça fait très longtemps, hein. C'était vraiment… oui, c'était au tout début. Et là, je suis approchée régulièrement par des boutiques, par des marques aussi qui me proposent des commissions, et j'ai toujours refusé. Ça, je ne le fais pas. J'aime pas ça. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Alors qu'on me dit, mais t'es bien bête, alors que tu te rends compte tout ce que tu fais acheter comme vêtements chez un tel ou un tel, si tu étais commissionné, ah bah oui, c'est sûr que ce serait plus rentable pour moi, mais je n'ai pas envie d'être redevable à une marque. J'ai envie d'être libre, pas me sentir obligée d'aller chez un tel ou un tel. Et puis aussi, je trouve que c'est plus honnête par rapport aux personnes que je conseille. De leur dire, enfin,
Oui, je sais pas. Je pense que ça fausserait le jeu et je me sentirais obligée. Forcément, si on a une commission, on a envie d'aller vers dans telle ou telle boutique ou marque. Et puis, on pousse aussi à la consommation. Moi, je ne pousse jamais à la consommation. J'ai envie que quand je fais un shopping accompagné, que les personnes portent toutes les pièces qu'elles ont achetées. Et je pense que quand on est commissionné, on a forcément tendance à pousser un peu, quoi. Se dire, bah si, prenez le Waze, voilà, ça me fait 10% en plus pour moi, c'est toujours ça. Donc non, non, non. Donc pas de commission. Dans certains pays, il y a les personal shoppers, les conseillers en images sont payés à la commission uniquement au Mm. total de ce que les personnes achètent. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu as déjà pratiqué? Avec le bon marché. Enfin, il y avait quand même une petite partie facturée et ensuite j'étais commissionnée. Et OK, justement, mais en même temps, Je je le faisais pas avec mes clientes, c'était pas le cas avec les clientes que j'emmenais là-bas, c'était uniquement le cas des clients du bon marché. Donc d'accord. c'était un peu différent. Mmh. OK, et en termes de facturation, quand tu accompagnes, un haut dirigeant, par exemple, est-ce que tu Oui, travailles sur, un nombre de séances? Est-ce que tu travailles sur un résultat? Comment est-ce que tu fais? bah, que ce soit aux dirigeants ou n'importe qui, c'est pareil. Hem, c'est, une obligation de résultat, tout dépend de la formule, que la personne a choisie. Si c'est un rendez-vous d'1 heure et demie, ce que j'appelle le rendez-vous morpho-style, il y a pas d'essayage. Souvent on me dit: «Bah, est-ce que je vais essayer des vêtements?» Non, c'est pas possible, sinon on est dans un magasin. Je peux pas avoir, du 36, au 56, avec moi, ni avoir un style bohème ou un style, plus rock ou plus classique ou plus traditionnel non plus, c'est impossible. Donc il n'y a pas d'essayage de vêtements. En revanche, je montre des vêtements. Donc ça peut aussi quelqu'un qui se dira: «Bah, je veux, sortir avec, les coupes qui me vont forcément». Alors bien sûr, je vais parler des coupes qui vont en fonction des complexes de la personne, de sa morphologie, de son style, des attentes, des couleurs qu'elle envisage. Je lui montre, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Par exemple, pour vous, ce sera un pantalon plutôt carotte, un pantalon plus volumineux sur les hanches, avec le bas un peu court, carotte 7/8. Mais elle ne peut pas l'essayer devant moi. À elle ensuite à essayer les vêtements, l'essayer dans plusieurs boutiques. Donc ensuite, elle doit savoir qu'elle peut se débrouiller seule. Ça, c'est pour une personne qui sera relativement autonome, qui osera franchir la porte d'une boutique. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas franchir la porte des boutiques, qui n'osent pas dire non aux vendeuses, qui n'osent pas demander de peur parce que je vais déranger. Donc ça, c'est pas une prestation pour des personnes comme ça qui ne vont pas oser essayer ensuite. Euh, Même si je donne des clés pour dire comment répondre à une vendeuse, comment sortir d'une boutique les mains vides, ça aussi, ça s'apprend. L'accompagnement shopping, oui, là pour moi, il y a vraiment une obligation de résultat parce que je veux que la personne parte non pas avec des sacs les plus pleins possibles, mais avec des vêtements qui correspondent à ce qu'elle souhaite, soit pour un événement, soit pour constituer une base pour la saison ou des vêtements pour 5 ans. Donc là, oui, il y a l'obligation de résultat. Je veux que la personne porte tout et que toutes les pièces se mélangent, soient faciles à vivre pour tous les jours et que si on a acheté un pantalon dans ce magasin, il ira forcément avec la veste achetée ailleurs et la veste ira aussi avec la jupe qu'on aura pris là. Tout doit être très cohérent. Donc ça, c'est et une détox penderie aussi, là, il y a forcément l'obligation de résultat qui est là puisque je trie tout, je vide tout. On fait l'analyse de la garde-robe, il y a toujours un côté pédagogique. C'est pas: «Ça, c'est moche, ça, il faut l'enlever». C'est pas possible. C'est: «Ce vêtement-là, il n'est plus au goût du jour parce que là, ce pantalon ne vous va plus, parce que là, cette pièce pas portée depuis 10 ans, elle est très bien parce qu'elle pourra être portée avec ça». Il y a toujours une explication et OK. pour moi, il y a une obligation de résultat. Bah oui, sinon, c'est trop frustrant pour tout le monde, pour moi aussi, hein. Je veux être contente à chaque fois. Je ne sais pas qui je vais rencontrer, c'est toujours une nouvelle aventure. Il faut vraiment s'adapter, être très réactif, rapide, heu et avoir un je pense, c'est quand même difficile de faire ce métier quand on est très jeune, quand on n'a pas eu d'expérience de l'humain.
Je pense qu'il faut quand même avoir vécu des choses aussi dans sa vie personnelle. Et comme un thérapeute, je pense que c'est difficile de sortir d'une école de psy à 22 ans et de se lancer, quoi. Je ne peux pas comparer les deux métiers non plus, mais je pense qu'il faut vraiment avoir été frotté à l'humain et aussi avoir vécu des choses soi dans différents domaines. Mais c'est pas un métier qu'on fait à la légère. Enfin, pas le métier tel que je le pratique en tout cas. Peut-être si justement aller guider quelqu'un dans des boutiques, une personne qui veut, je sais pas, par exemple, découvrir les boutiques vintage de Paris, ou on fait un shopping tour, on découvre, ou une personne qui veut un sac à la mode, ou quelqu'un qui voudra être habillé pour le travail, qui va, je sais pas, chercher un costume ou une robe de mariage. Et encore, ça peut être, on se rend compte très vite qu'il y a tellement de blocages qui sont justement pas liés à des tableaux types de morpho. Quelqu'un qui peut avoir une silhouette idéale, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de silhouette idéale, pourra se dire non, moi je veux pas montrer mes bras, je veux pas montrer mes jambes pour telle ou telle raison qui lui appartiennent. Donc c'est aussi vraiment c'est délicat, hein, d'approcher la penderie d'une personne, parce qu'on approche aussi on approche son corps. Enfin, c'est très, très intime. Il faut vraiment avoir beaucoup de délicatesse. Carrément. Et alors justement, par rapport à, comment est-ce que ton métier a évolué avec le digital et avec les visios, le covid, passant par là? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta manière de procéder, d'exercer? Ah oui, avant, je faisais pas du tout de visio. Au tout début, enfin, c'était inimaginable. Et puis, je me disais: «Mais comment, faire entrer la visio?» Et après, oui, ça a démarré, je sais. Est-ce que ça a démarré avant le covid? Oui, je pense que je faisais déjà des visios. Mmh. Oui, j'en ai fait déjà avant. Bah, c'est naturel et en fait, ça marche très bien. C'est Voilà, bah, évidemment, je peux pas faire de shopping, quoi qu'il y a des personnes qui vivent à l'étranger. On peut faire, une sélection shopping ensemble et ensuite on fait des essayages à distance et voilà. Alors ça, j'ai reçu ça, est-ce que je garde? Je garde pas? Avec quoi je l'associe? Elles sont devant leur penderie, elles me montrent leurs vêtements et on fait des essayages, comme ça. Alors on peut pas faire 4 heures, c'est un peu éprouvant en visio, mais on séquence, on peut faire 2 heures, 2 fois 2 heures, ou même parfois 2 heures, ça suffit si on peut se concentrer, sur une partie de la penderie, d'ailleurs. Mais les visios, ça marche bien, oui, je trouve que c'est vraiment un super outil. Mmh. Même pour une penderie, parce que tu vois pas les vêtements? Tu Ah les fais beh, essayer à la personne? alors oui, je l'ai fait essayer. Oui, je l'ai fait essayer et je les vois, oui. Mais elle fait des essayages comme quand en présentiel, quoi, je fais aussi essayer. Alors c'est sûr, c'est moins rapide parce que quand je vois les vêtements, moi, je peux les sortir, je peux les regarder. Je peux, si je vois, je sais pas, une pile de t-shirts, heu, qui datent un peu, ça va plus vite. Oui, ça, je les mets vite de côté, pas besoin de les essayer. Il y a certaines choses qui sont plus que je peux pas faire, bien sûr. Tu te Je concentres sur ce qui est le plus important finalement pour aider Oui, la personne? oui, voilà, OK. oui, Même si oui, tu fais pas toute la penderie? oui, c'est ça, ça peut être une sélection de pièces, des vêtements qui sont sur lesquels elle a des doutes, par exemple. Mmh. OK. Et puis je Et peux après regarder, il peut me montrer aussi tous ses vêtements. Sur des cintres, je peux regarder les chemisiers, ça je peux dire: «Non, bah, celui-ci, non, je sais pas, il est trop classique. Celui-ci, je vois que c'est une coupe un peu datée». Ça peut être aussi je peux le voir sur un portant, une robe, «Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est trop petite pour vous». «Ah oui, en effet, elle est trop petite». J'ai, avec, l'habitude, j'ai l'œil aussi. ah oui, bien sûr, c'est ce qu'on travaille, aussi forcément. Et après, comment ça se passe? Parce que, comment ça se passe une fois que tu as terminé la prestation que tu fais? Est-ce que tu fais un suivi de la personne? Est-ce que tu arrives à fidéliser tes clientes? Comment tu travailles? Alors, je demande toujours des nouvelles, et alors parfois on m'en donne on me donne pas, c'est un peu frustrant, mais je peux, mmh,
j'ai quand même souvent des petits mots, c'est pour ça que je demande si vous avez le temps de m'envoyer un témoignage. Ça peut aussi faire écho pour d'autres personnes. Euh, je peux retrouver aussi je peux retrouver des clientes des années après. J'aime bien revoir des gens que j'ai pas vus depuis 10 ans. Oh, je trouve ça génial parce qu'on a avancé, on n'a plus ni l'une ni l'autre la même morphologie souvent. La mode a évolué aussi. On n'a plus les mêmes envies. Je vois des gens aussi qui évoluent dans leur métier, qui changent complètement d'activité. Il y a des personnes que je vois aussi parce elles ont changé de morphologie, donc c'est plus, on revoit la penderie. Il y a des gens aussi que je vois pour du suivi, des personnes qui ont besoin d'être guidées très souvent. Enfin, moi, le but, c'est qu'une personne réussisse, qu'elle soit autonome. Je veux rendre une personne autonome. Alors, c'est sûr que c'est pas forcément un modèle économique. Le- on peut aussi se dire, bah, tiens, je veux vous voir tous les 3 mois, tous les 6 mois. Mais moi, j'ai envie que quelqu'un aussi se débrouille, donner des clés pour qu'elle puisse s'en sortir seule. Hein. Le but, c'est pas, mince, d'accord, vous m'avez donné des conseils, mais après, je peux pas m'en sortir. Ah ben, pour cet hiver, non, je comprends plus rien, je sais pas. Non. Donc, je peux revoir des personnes quand on fait des suivis. Ça, c'est vraiment, ça, c'est chouette. Mm. C'est... Et puis, il y a des affinités qui se créent aussi, hein, parce que, bah oui, il y a des personnes que je vois aussi, beaucoup, que je retrouve sur Instagram. Ça, j'aime bien. Je leur dis, est-ce que vous êtes sur Instagram? Est-ce que vous me suivez? On peut se faire des petits clins d'œil. Je sais pourquoi elles réagissent à une publication parfois. Voilà, certaines m'envoient leur look aussi, des photos de leur look. Est-ce que tu leur laisses un document une fois que tu as terminé de travailler avec elles? Ça dépend quelle est la prestation. Si c'est un lookbook, oui. Sinon, quand c'est une séance, je demande aux gens de prendre des notes parce que ce ne sera pas forcément les mêmes notes que je prendrai pour elles. Ce ne sera pas les mêmes choses. Elles vont pas rebondir, réagir sur les mêmes choses. Et puis, si je prends des notes pendant un rendez-vous, je suis pas concentrée sur la personne. Quand tu vois, enfin pour moi même, quand dans la partie thérapie, si je prends des notes devant la personne, je serai pas complètement consacrée, concentrée sur ce qu'elle me dit. Donc, je prends des notes après, mais pas en même temps. Et puis là, c'est encore une autre prestation, euh, refaire oui, ça pourrait être possible de refaire un résumé, mais ensuite, ça demande quand même beaucoup de travail de redire tout ce que j'ai dit. Il faudrait que je prenne des notes. Voilà, je lui ai dit ça, je lui ai dit ça pour elle. C'est un gros boulot, quoi. Enfin, pour moi, je préfère qu'elle note au fur et à mesure. Et ensuite, je lui dis, bon, alors, est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé, un condensé de ce que je vous ai dit? Et je me souviens, là, n'oubliez pas, je vous ai dit ça. Je donne des mots-clés aussi. J'essaye de trouver des mots qui vont impacter pour que ça rentre davantage dans son esprit. Donc, parfois, on me demande, est-ce que vous allez me donner un petit document? Alors, j'ai vu aussi certains documents qui étaient transmis par des conseils en images, mais euh, dont de très connus, mais c'est du basique. Ça va être, voici les basiques que vous devez avoir. Donc, la chemise blanche, la veste, la petite robe noire. Mais ça sera la même chose pour tout le monde. Donc, ça, je n'y crois pas, ça n'existe pas. Euh, ben non. Sinon, il faudrait réécrire toute la séance d'un bout à l'autre, quoi. Donc, non. Moi, je ne peux pas savoir ce qui va marquer cette personne. Est-ce que ça va être la façon d'associer les couleurs? Il y a vraiment beaucoup de choses en 1 heure et demie, mais j'ai dit tellement de choses. Donc, je présente, il y a un petit carnet, je dis voilà, ça c'est pour vous, vous notez tout ce qui vous semble important. Vous me posez toutes les questions que vous voulez. Mais non, ça, je ne le fais pas. Mais encore une fois, c'est une prestation qui existe, mais c'est un gros boulot. Alors, je le fais, ça s'appelle le lookbook. Alors forcément, j'ai envie de te poser la question et je me demande si je connais pas déjà la réponse parce que comme je sais que tu écris toi, est-ce que tu te fais aider parfois par l'intelligence artificielle ou est-ce que ça serait pas une piste à explorer? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, non, je ne me fais pas aider par l'intelligence artificielle. Euh,
j'ai essayé par curiosité sur un article pour voir ce que ça donnait. Oh, bah non, non, c'est pour moi une succession de clichés, quoi. Bah c'est normal parce que je trouve que tout ce qu'on lit, c'est encore, je sais pas, pour moi, c'est un peu du copier-coller. Enfin, il y a rien de neuf, quoi. Et justement, depuis le début, je m'efforce de sortir des recettes toutes faites, des clichés, des dictats, de ce qu'on dit partout, de la liste de basiques à avoir, de si vous êtes une morpho comme ça, portez ça. Non, non. Donc, non, non. Bah, pour l'instant, non. L'intelligence artificielle ne m'aide pas. Mais il faudrait qu'elle s'affine, quoi. Ou peut-être que si j'avais ChatGPT+, mais je l'ai pas, je me suis pas abonnée. Donc, peut-être, je sais pas, pour constituer des looks, j'en sais rien, je l'ai jamais fait. Voilà, comme je me sers même pas de Pinterest, alors c'est pour te dire. C'est c'est mes Et comment clients tu qui l'utilisent, qui me montrent leur Pinterest pour me dire: «Voilà, ça, c'est ça qui m'inspire, c'est mon univers», mmh. comment tu fais alors quand tu fais un lookbook? Si tu n'utilises pas les photos de Pinterest ou est-ce que Ah tu bah, je découpes dans vais les magazines? alors le lookbook, bah, je prends les looks qui existent actuellement, dans les boutiques. Qui correspond à leur budget. Parce que si je prends sinon c'est du rêve. Si je prends les looks des podiums, si je prends les looks, qui existaient l'année dernière, mais qu'on ne trouve plus, en ce moment, ça marche plus. Donc une personne qui me demande un book, je peux aussi bien aller chercher selon son budget, chez Maison 1, 2, 3, chez Sœur, chez Cézanne ou chez Promode. Ou chez même quelqu'un qui n'a pas de budget, enfin, je pourrais aller chercher une pièce, ou chez COS, mais il faut que ce soit la pièce qui existe en ce moment et qui est disponible dans sa taille aussi. Oui, ça c'est Ou aller aussi chercher, un autre ou débat aller du coup. chercher, bah oui, ou aller chercher chez des petits créateurs aussi, quelqu'un qui me dit: «Je veux que de l'éthique en grande taille». Voilà, je vais pas. C'est quand même, pointu, enfin, il faut répondre aux exigences de chacun. Non, mais sinon, c'est une personne se fait son Pinterest et voilà, enfin, elle a pas besoin de moi pour ça. Oui, c'est sûr. Donc toi, quand tu fais un lookbook, en fait, c'est, plus presque un guide d'achat au final? Oui, alors il y a la partie, guide d'achat et puis il y a la partie est-ce que quelle coupe me va, quelle coupe de pantalon, avec quoi, que porter en haut du pantalon, quel manteau porter, quelles chaussures, quelles chaussettes. Mais, c'est sûr c'est plus intéressant que ce soit dans la mode actuelle, sinon quelqu'un va être, frustré, va me dire: «Oh, ah ce manteau-là, bah oui, je l'aime bien dans le lookbook, je l'ai repéré, je peux le trouver où? Ah bah c'était un manteau proposé, par Sœur, mais il y a 3 ans». Ouais, Ah mais c'est dommage. c'est très dommage, Bon, même alors si c'est la sûr qu'il y a seconde main existe. là, Ouais. c'est pour ça que sur Instagram, parfois on me demande les marques des vêtements, mais au début je me dis: «Bah, de toute façon, on les trouve plus, c'est quelque chose que j'ai depuis 5 ans». Mais non, puisqu'on peut trouver maintenant en seconde main, en effet, donc c'est Ça rebascule, ça rebat les cartes finalement. oui, 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 c'est vrai que ça n'existait pas avant. Ça a vraiment changé, depuis le début, c'est l'offre seconde main. Ça, je peux faire du shopping que en seconde main. Ça, c'est vraiment, nouveau, enfin nouveau depuis quelques années, mais ça n'existait pas avant. Oui, c'est sûr. Merci pour tout ce que tu as partagé avec nous, Isabelle. C'était super intéressant. On arrive sur la fin de notre épisode. Est-ce que tu aurais pour terminer peut-être 3 recommandations pour les personnes qui se lancent, aussi bien au niveau métier qu'au niveau business ou ce que tu penses? Qu'est-ce qui, toi, a changé ta vie d'entrepreneur et qu'est-ce qui a fait décoller ton activité ou est-ce qu'il y a une question d'état d'esprit? Enfin, qu'est-ce que tu Mmh. vois, toi, à conseiller? Oui, alors c'est plus du tout la même chose aujourd'hui qu'avant. Maintenant, il y a l'aide des réseaux sociaux, ça on ne peut pas s'en passer. C'est vraiment, ça c'est une évidence, et il faut y consacrer, du temps, trouver sa singularité, peut-être être, avoir une charte graphique plus solide que la mienne.
être attentif aux autres, ne pas penser que ah j'aime la mode, j'adore conseiller ma sœur et mes copines, on me le demande tout le temps donc je sais faire ce métier. C'est pas ça, ça n'a rien à voir avec ça. Être vraiment lucide sur ce que signifie ce métier d'accompagnement. Il ne s'agit pas simplement ou seulement d'aimer la mode et d'aimer conseiller ses copines. Être exigeant et puis oui, se rapprocher de l'humain, vraiment aimer les autres, c'est encore plus important, presque aussi important que d'aimer les vêtements, quoi. Enfin, Est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite qui t'a beaucoup appris dans ton parcours? Je mmh, pense à ça là, la alors question elle vient juste de oui, popper. oui, bah, oui, ne pas être, bah, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que tu as démarché? Est-ce que, heu, peut-être ça, ne pas je ne sais pas me vendre, quoi. Je ne sais pas démarcher. Mais est-ce que c'est une erreur? Bah, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est une erreur puisque, je m'en sors autrement. Mais peut-être plus difficilement, finalement. Peut-être plus âprement, mais comme je ne oui, je sais pas faire justement de relance, client, j'aime pas ce terme-là. C'est vrai que je pourrais, on me disait: «Mais enfin, pourquoi tu n'as pas une base de données avec toutes tes clientes que tu relances, à qui tu envoies, tu dis: "C'est la rentrée", voilà, tu dis peut-être que c'est» ça, je pense que c'est important de faire ça et je ne l'ai jamais fait. OK, Voilà. super. Écoute, génial. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour ce 100e épisode. C'était un jalon pour moi et de le faire avec toi, c'était vraiment important et merci d'avoir accepté et d'avoir partagé avec nous ta vision. Ah bah, merci encore pour ton enthousiasme et ta confiance. Merci Merci Isabelle. Maïté. Merci Merci à Maïté. toi. À Bonne journée. bientôt. À Au revoir bientôt. Isabelle, merci. Voilà, cet épisode 100 est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je suis ravie d'avoir pu vous le proposer et vous pouvez compter sur moi pour les 100 prochains épisodes pour continuer à vous apporter chaque semaine des conseils, marketing, métier, pour vous permettre de développer une activité florissante dans le conseil en images. Car oui, c'est un beau métier, un fabuleux métier qui gagne à être connu, reconnu et pourquoi pas même remboursé par la Sécu. Car oui, on fait du bien au quotidien aux personnes qu'on accompagne. C'est un vrai beau métier, c'est une vraie vocation. Et si vous êtes là, que vous découvrez le podcast, bienvenue à vous et vous avez raison d'y croire. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous pour l'épisode des Dalmatiens, le numéro 101, dès la semaine prochaine, avec le retour de la série Mode et posture de chef d'entreprise. J'ai hâte de vous présenter ce nouvel épisode. On va parler de Dior. À la semaine prochaine et encore merci pour votre écoute et votre fidélité. À la semaine prochaine.